Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, trois sujets, les normal maps, un petit élément de déco SF. La dernière fois on avait fait ce mur et là on va modifier des petites choses. Et ensuite un petit peu d'Expresso, simplement comment faire tourner un objet avec Expresso sans utiliser de clé d'animation. Alors qu'est-ce que je vais faire en premier, les normal maps ou la déco? La déco science-fiction. Oui, comme ça, parce que là j'ai la scène d'ouvert de toute façon, donc autant le faire tout de suite. Donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait un pilier et un mur, et on avait vu qu'on pouvait dupliquer ça, en fait, pour créer des grands pans de murs. On pouvait créer une salle complète ou des couloirs, on pouvait créer plein de choses. Ce qu'on va faire maintenant, on va simplement modifier un peu le mur, on va garder le pilier tel qu'il est, et on va modifier un petit peu le mur de manière à faire une ouverture avec un peu comme une ouverture vers une baie avec un champ de force par exemple, et on va faire ça de manière très simple. Je vais cacher la lumière pour l'instant, voilà, pour le moment, et on va donc dupliquer cet élément là parce qu'on va le garder celui-là, le pilier et le mur on conserve. Donc je vais faire simplement une sélection de ça, contrôle clic déplacer vers le bas, je relâche, ça m'en fait un double, et je vais l'appeler pilier ouverture. Voilà, histoire que ce soit un peu plus propre. Je vais maintenant le décaler. Non, je vais pas le décaler. Je vais cacher le premier pilier. Voilà. Comme ça, on garde que le pilier ouverture qu'on vient de créer. Donc, le pilier, j'y touche pas. C'est le mur que je vais toucher. Donc ici, je sélectionne le mur. Je vais retirer la texture, la lumière ici, puis le tag ici pour cette petite lumière. Et je vais aussi peut-être retirer la texture pour le moment. Voilà, et la texture ici, de manière à retrouver quelque chose de tout gris. Je vais prendre l'affichage ombrage de Goro plus ligne, voilà, et je vais maintenant simplifier un peu tout ça parce que là on n'a pas besoin de cette lumière là, on n'a pas besoin de tous ces panneaux. Donc je passe ici en mode point, je vais passer sur une vue comme ça, la vue avant, voilà, on va zoomer un peu dessus. Parfait. Mode point, donc, outil de sélection, rectangle de sélection. Je décoche ici limité aux éléments visibles. Et je vais sur le mur ici sélectionner tous ces points-là. Voilà, c'est-à-dire tout cela. Tout cela. Et je fais supprime. Je les supprime complètement, j'en ai pas besoin. Ensuite, je sélectionne ces points-là. Et je vais simplement les déplacer comme ça. De manière à recréer en fait un grand pan de mur. Je reprends le pinceau de sélection normale. On revient dans la vue 3D. De manière à créer un grand pan de mur comme ça. On peut même peut-être le faire plus grand. Non, ça va être bon, ça va suffire. Maintenant, je vais ici préparer une ouverture, donc un coffrage pour la porte, pour faire une sorte de porte. Donc je vais prendre ici un rectangle tout bête, là, que je vais aller placer à peu près comme ça. Je vais l'arrondir. Donc ici je coche arrondi dans ses propriétés, mais je veux pas des arrondis, je veux des trucs bien coupés. Donc ici interpolation, je mets sans interpolation. Comme ça c'est bien direct, bien coupé. Ça fait des formes bien droites. Je vais repasser en mode en vue avant. Et je vais déplacer un petit peu ça. On va le mettre à peu près là, au milieu. Alors on peut augmenter la largeur. Donc ici je vais mettre 800. Et la hauteur, forcément, on peut l'augmenter aussi. Alors je vais m'arranger pour que ici les parties basses soient en fait placées en dessous. Parce que je vais couper cette partie après. Donc ici je vais augmenter. Comme ça. L'augmenter encore un peu, on va mettre 1000 peut-être. 1000 ça a l'air bien. Je vais mettre à peu près comme ça. Voilà. Je place à peu près au milieu, c'est pas besoin d'être pile au milieu, hein. On est à peu près où on veut. Voilà, donc là j'ai ma forme qui est mise en place. Je vais ensuite créer encore un autre rectangle. Alors ici toujours rectangle. Voilà. Et je vais ajouter maintenant à ma scène une extrusion contrôle et NURBS. Je fais glisser dans l'extrusion contrôle NURBS le rectangle dernier que j'ai fait, c'est-à-dire la forme.
Voilà. Et en dessous, le premier rectangle que j'ai fait, donc voilà, donc le tracé. Alors, il faut bien que je place ça correctement. Donc voilà, comme ça. Le rectangle qui correspond à la forme, donc le deuxième que j'ai fait, forme, je vais le faire beaucoup plus petit. Voilà. Alors, encore plus petit. Voilà, ça commence à prendre forme. C'est pas mal. Peut-être un peu plus petit. On va mettre 80. Et là, 100. Voilà, 80 et 100. Ça dépasse, il faut que ça dépasse des deux côtés. Donc là, c'est pas mal. Je sélectionne ici l'extrusion contre les NURBS et j'appuie sur la touche C ou cette icône pour la transformer en objet éditable. Voilà, comme ça maintenant j'ai un objet éditable. Je suis en mode point, je fais un CTRL A pour sélectionner tous les points, clic droit, optimiser. Ça c'est pour être sûr de bien souder tous les points. Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Je vais passer maintenant en vue ici avant. Voilà, je vais zoomer un petit peu ici sur le bas. Parfait. Je vais prendre ici le mode polygone et l'outil couteau, donc la touche K. En mode ligne, je vais me mettre à peu près ici. Je clique, j'appuie sur la touche majuscule, je reste cliqué, j'appuie sur la touche majuscule, ce qui me permet de faire une ligne droite. Je vais jusqu'à l'autre bout comme ça et je relâche. Voilà, ça m'a fait une coupe. Je peux prendre ici, ensuite le mode point, sélectionner les points. Alors je me suis trompé, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur, donc je reviens en arrière. Juste avant de faire la coupe au couteau, donc ici avant de faire la coupe au couteau, donc touche K, outil couteau, et là je décoche limité au polygone visible. Si je fais pas ça, ça va faire une erreur. Je vais avoir des problèmes ensuite. Donc là, je décoche bien limité au polygone visible, je décoche bien. Donc comme j'ai dit, polygone, je clique, j'appuie sur la touche majuscule, je fais une ligne et je relâche. Voilà, ça me fait une coupe bien droite partout. Je peux maintenant ici passer en mode point, outil de sélection rectangulaire, et je sélectionne tous les points qui sont ici, tous ceux du bas. Et je fais supprime pour les retirer, parce que ce point-là, on en a pas besoin. Donc là, voilà, on obtient ceci. Là, ça a été coupé vers le bas, c'est parfait. Je me suis arrangé pour que ça dépasse un petit peu ici, exprès, pour que quand on place le sol, en fait, ça rentre bien dans le sol. Hein. Je vais arrondir un petit peu l'avant, alors ça je vais pas trop m'embêter. Je prends le mode polygone, UL pour sélectionner ces polygones là à l'avant. Alors je vais pas arrondir à l'arrière parce que l'arrière je vais pas m'en occuper, mais vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Donc j'ai sélectionné ces polygones là à l'avant. MS pour faire un biseau. On peut zoomer dessus pour voir ce que ça va donner. Donc MS et ici dans les paramètres, alors on va faire un biseau tout bête, même pas besoin d'utiliser les paramètres, remarque. J'ai juste à faire juste un clic déplacé, comme ça, et normalement ça fait un petit arrondi. Ça fait un petit arrondi sur le bord. Donc là ça c'est parfait. Maintenant il faut que j'évite l'intérieur, parce que là le mur il est resté tout fermé, et ça c'est pas bon. Donc je repasse en vue avant. En vue avant, voilà. Je sélectionne ici le mur. En mode polygone, touche K outil couteau. Cette fois je vais prendre ici le mode boucle et je vais faire des boucles. Alors une boucle ici à peu près, voilà, et une boucle ici. En fait je fais des boucles là où il y a les montants de la future porte. Et je peux peut-être en faire une ici. Oui, une à peu près ici. Alors on va se mettre bien ici. Voilà. Ensuite, outil de sélection. Je sélectionne ces éléments là et je les supprime. Voilà. Alors, je vérifie que j'ai bien tout supprimé comme il faut, parce que là c'est pas bon, j'ai pas supprimé tout. Voilà, supprime. Là c'est parfait. Oui, parce que sinon vous faites limiter aux éléments visibles, vous décochez puis vous supprimerez tout plus facilement. Là je l'ai laissé cocher, alors il a fallu que je m'y reprenne à deux fois. Donc là on a notre porte de fait. Alors cette extrusion contre les normes, je vais la renommer en montant de porte. Je vais la mettre en fond du mur.
Voilà, parfait. Je vais remettre ici ma texture sur le pilier ouverture, donc ça le met aussi sur le mur et sur le montant, vu que tout est enfant du pilier ouverture. Et donc si je remets ma lumière et que je fais un petit rendu, on peut voir que ça fonctionne bien pour le moment. Alors ici maintenant on va fermer le petit truc. Alors je vais ajouter un sol avec une texture dessus, voilà. On va s'arranger pour faire ça comme ça. Oui, c'est pas mal. On va fermer ici le par une petite astuce, enfin une petite astuce. On va juste mettre un plan avec une texture dessus de manière à ce que ça fasse un petit peu fermé science-fiction. Donc je vais simplement ajouter un plan à ma scène, un plan en plus Z pour le mettre à la verticale, un segment de hauteur, un segment de largeur, pas besoin de mettre beaucoup de polygones, et je vais le placer correctement ici. Alors dans la vue avant ça sera plus facile, voilà, comme ça. On va le placer de manière à ce qu'il rentre bien dans le montant ici, et là pareil, qui rentre bien dans les deux montants de la porte. Voilà, parfait. On va créer une nouvelle texture et on va mettre une texture là-dessus. Alors je vais l'appeler Chanverse. Je montrerai dans un autre tutoriel une autre fois comment faire des textures Chanverse super sympa, mais ça sera pas pour cette fois. Là on va juste faire un truc très basique. Alors on va appeler ça Chanverse d'ailleurs, et je vais le mettre enfant du montant. Voilà. Cette texture Chanverse, on va l'ouvrir et on va la modifier. Alors pas de spécularité, c'est pas besoin, parce que là de toute façon d'abord c'est tout plat, et puis ensuite on va rendre ça un petit peu transparent, on va s'arranger pour que ça rentre bien. Couleur, on va prendre une couleur un petit peu bleu clair, dans ces tons là, voilà, un bleu clair comme ça. Ensuite, alors que je me trompe pas, on va aller dans alpha, on coche alpha, et ici on va ajouter un bruit. Dans la texture on ajoute un bruit. Alpha, je vous rappelle que ça permet en fait de rendre certains éléments de la texture transparents et d'autres pas transparents en fonction d'une image en noir et blanc. Et les bruits sont des images en noir et blanc, ce qui fait que ici, par le bruit par défaut déjà, j'ai quelque chose d'assez spécial. On peut voir qu'on voit un peu à travers, mais c'est pas ce qu'on veut ici. Donc je vais cocher sur bruit, et ici je vais choisir un bruit crânien. Et là c'est pas encore bon, ici il faut que j'augmente son échelle globale. Donc ici je mets carrément 1000. Et je vais mettre 1000 aussi dans le delta. Voilà. 1000, 1000. Ici vitesse d'animation, je vais augmenter ça à 0.1. Voilà. Ouais. Ce qui fait que ici, si je fais aperçu animé, on peut voir que ça bouge. Voilà, ça fait un effet un petit peu science-fiction qui est bien foutu. C'est pas mal du tout. Voilà. On regarde ce que ça donne ici. Ça donne ça. Seulement là, c'est pas assez lumineux. Alors, ce que je pourrais faire, je pourrais rendre ça transparent avec simplement de la transparence, mais c'est long à calculer, et puis il y a un petit quelque chose qu'on n'aura pas. Alors, à la place, je vais utiliser un truc tout bête. Je vais ici cocher brouillard. Je coche brouillard, tout bêtement. Et ici, je vais le descendre à 70%. Alors, brouillard, normalement, ça s'applique sur des formes qui sont fermées, c'est-à-dire par exemple un cube où tous les côtés sont fermés, ou une sphère. Et normalement, la distance ici de vue, on le règle en fonction de ce que l'on veut voir au loin ou pas, dans le brouillard, si on veut un brouillard épais ou pas. Maxon nous dit que sur les formes qui ne sont pas fermées, donc par exemple un plan, les résultats sont pas forcément ce qu'on veut. Il faut le savoir. Ici, ça devrait fonctionner quand même, donc pas de souci. J'ai juste coché brouillard, je fais un petit rendu, et on peut voir qu'en fait on a un effet un petit peu brumeux, un petit peu opaque, mais pas trop. On peut voir quand même un peu derrière. On voit un petit peu derrière, mais pas trop. Donc je peux rajouter les autres piliers maintenant. Alors, je reprends le premier pilier, je vais créer... je vais le déplacer d'ailleurs. Je vais le déplacer. Voilà, comme ça. On va créer une instance de ce pilier-là.
donc instance, et on va les placer de l'autre côté. Voilà, comme ça. On peut en créer plusieurs, hein, bien sûr. Si je fais ça comme ça, ici, tourner un peu la caméra comme ça, un petit rendu, et là on a un petit décor de science-fiction. On a rajouté en fait une simple ouverture dans notre bibliothèque d'objets. C'est tout bête, tout simple à faire. Ici vous pouvez jouer un petit peu avec l'intensité du brouillard, avec la distance, vous pouvez gérer un petit peu tout ça et faire plusieurs essais. Vous pouvez changer les couleurs, changer le type de bruit aussi. Il y a des bruits qui seront plus sympas pour vous, que vous trouverez plus sympas que d'autres. À noter qu'aussi, vous voulez vraiment, vous voulez pas utiliser le plan, vous pouvez prendre un cube à la place du plan, un cube très très fin. Comme ça, ce sera une forme fermée, et puis vous êtes sûr que le brouillard fonctionnera bien. Ici, c'est vraiment quelque chose de tout bête à faire, et comme je montre, ici, si on rajoute un élément derrière le brouillard, voilà, on peut le voir partiellement, et puis on voit qu'il s'estompe avec l'intensité du brouillard, c'est-à-dire que plus on le met loin, moins on va le voir correctement. Voilà, si je le mets plus loin, comme ça, on le verra un petit peu moins bien. Voilà, donc ça c'était une petite astuce toute bête, et donc on a rajouté un élément de notre décor de science-fiction. Donc vous avez maintenant un pilier avec un mur classique et un pilier avec une ouverture dedans. On verra dans d'autres tutoriels comment en faire plus. Et je vais montrer un peu ce que ça peut donner déjà avec cette image là, avec ce setup là. Juste le temps de retrouver le fichier, voilà, celui-là. Donc voilà ce qu'on peut obtenir sans effort en fait, avec simplement le pilier, le mur qu'on avait vu la dernière fois, le pilier et l'ouverture qu'on a vu cette fois là. Alors vous voyez, c'est tout bête, tout simple. Et puis juste en agençant correctement les trucs, on peut commencer à faire des décors de science-fiction. Donc on va passer maintenant à la suite. Donc la suite, ça va être les normal maps, et pour ça j'ai besoin d'une nouvelle scène. Donc fichier, tout fermé d'ailleurs, voilà. J'ai pas besoin de garder ça. Et tout de suite les normal maps. Les normal maps. Alors les normal maps d'abord, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on s'en sert, comment on l'écrit. J'avais déjà montré dans un mini tuto comment on pouvait faire du relief dans Cinema 4D. Alors on va créer un plan tout bête. Je vais aller chercher une texture aussi. Une texture dans mes dossiers que j'avais mis de côté. Voilà. Alors je vais créer un plan. Je vais créer un plan et je vais lui donner comme dimension les mêmes dimensions que ma texture, donc 1586 par 911. Voilà, parce que j'ai pris une texture qui fait cette dimension là. Je vais créer une texture. Voilà. Je retire la spécularité pour le moment. Dans couleur, je vais charger ma texture. Alors c'est une image de hiéroglyphe, donc je la fais juste glisser ici. Ici, on peut juste cliquer aussi sur les trois petits points puis la charger si le cliquer déplacé ne fonctionne pas dans votre Cinema 4D, ce qui arrive suivant les droits avec lesquels vous avez lancé Cinema 4D. Donc ici, j'ai une image simplement des hiéroglyphes et je l'ajoute sur mon plan. Le plan que je vais rendre éditable. Je vais en faire un double avant. J'en fais un double, je cache le double. Je retire la texture sur le double, voilà. Comme ça, on en a mis un de côté. Et le plan, ici, je le rends éditable. Voilà. Donc là, j'ai un plan avec des hiéroglyphes dessus. Hiéroglyphes tout bêtes. On avait vu, donc dans ce mini tutoriel dont j'ai parlé, ici, qu'on pouvait rajouter du relief avec relief. On cochait relief ici. Ici, on chargeait une image. Alors, par exemple, la même image. Normalement, plutôt en niveau de gris, c'était mieux, mais bon. Là, je reprends la même. Et puis, ici, on a une impression de relief qui est créée. C'est vraiment une impression. Ça se voit pas forcément très bien. Après, c'est en fonction des divers réglages. Donc ici, on a une première méthode pour faire du relief. On avait vu qu'on pouvait aussi, je décoche ça, qu'on pouvait aussi utiliser le déplacement ici. On coche déplacement. Ici, on charge notre même texture. Voilà. On pouvait, par exemple, cocher ça, même l'augmenter un peu.
et puis ici on pouvait avoir un effet de relief beaucoup plus vrai. C'est-à-dire qu'ici il y a vraiment une déformation du maillage, du maillage supplémentaire qui est ajouté avec le déplacement sous polygonal ici, et puis le maillage de votre élément, ce qui fait que ici on a vraiment quelque chose de mieux. Je vais augmenter la prévisualisation, histoire de voir un petit peu mieux ce qu'on fait. Voilà. C'est mieux. Donc ici, on voit qu'il y a effectivement du relief. Mais seulement ça, vous voyez, c'est beaucoup plus long à calculer que le relief basique. On voit que ça met un peu plus de temps à calculer, surtout si on booste un petit peu les divers réglages, ça peut devenir très long. Il y a une méthode entre les deux. Alors, la méthode entre les deux, c'est ici les normales. Il suffit de cocher normal et ici charger une normal map, une image qui va en fait coder les différents niveaux de relief avec un système de couleurs. Alors si vous regardez dans Google Images, ou si vous tapez normal map dans Google Images, normal map, je vais le faire, normal map, voilà, j'ai le temps d'ouvrir le truc, voilà. Si vous tapez normal map dans Google Images, vous verrez ceci. En fait, toutes ces images aux dominantes bleues, ce sont des normal maps. C'est-à-dire ce sont des images dont les informations de hauteur sont codées avec un système de couleurs, tout simplement. C'est-à-dire que on les repère assez facilement, ils sont souvent avec des dominantes bleues. Alors des fois c'est pas le cas, des fois il y a des normal maps avec des beaucoup plus colorés, un peu comme ça, avec un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont aussi des normal maps, mais avec un système un petit peu différent. Voilà, par exemple. Avec un système d'application différent. Mais généralement, vous verrez plutôt ces couleurs bleutées, comme ça. Ou alors des fois, c'est vert. Je sais pas s'il y en aura des verts avec ce vert-là, là. Comme là, la tête. Non, il n'y en a pas avec des dominantes verts. Enfin bref, donc tout ça ce sont des normal maps. Et comment on crée ça? Alors on peut utiliser des logiciels, il y a des plugins. Il y a des plugins, par exemple pour Photoshop, il y a des plugins gratuits. Il y en a un qui s'appelle Xnormal, vous trouverez sur internet. Il est très très bien, mais il faut Photoshop vu que c'est un plugin pour Photoshop. Il y en a un aussi qui est gratuit aussi et qui est fait par Nvidia. Si vous allez sur le site de Nvidia, le fabricant de cartes vidéo, il y a un plugin spécifique pour Photoshop qui permet de créer des normal maps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte Nvidia. Seulement, si vous avez une carte Nvidia, vous avez la prévisualisation des normal maps. Si vous n'avez pas une carte Nvidia, vous n'aurez pas la prévisualisation dans Photoshop des normal maps. Ensuite, bon ça je ne vais pas trop en parler parce que c'est des plugins pour Photoshop et tout le monde n'a pas forcément Photoshop. Il y a un logiciel qui est gratuit que je vais parler après, que je vais présenter après. On n'a pas besoin de Photoshop, qui est très très simple à vous faire des normal maps, qui convertit en fait directement les images d'un mode à l'autre. Je le montrerai après, mais avant, je vais montrer comment on peut transformer ici un déplacement en normal map. Donc de plus utiliser ensuite le déplacement, mais d'utiliser une normal map pour faire exactement la même chose. Donc ici, ici, avec le déplacement, on obtient ceci. On voit bien ici qu'il y a du relief. Si je décoche le déplacement et que je fais le rendu, on voit bien qu'ici il y a moins de relief. Donc le truc c'est de récupérer en fait la texture avec le déplacement. Donc je coche déplacement, je le garde avec mes réglages que je veux. Ça je peux le fermer. Et je vais maintenant demander à Cinema 4D de me générer une normal map de cette texture pour pouvoir remplacer le déplacement que j'utilise. Pour ça ici, il faut d'abord que sur ma texture ici, que je la passe en UVW. Là, elle est déjà en UVW, donc c'est bien, mais ça ne sera pas toujours le cas. Des fois, vous aurez votre image en mode cubique, votre texture en mode cubique. Donc quand c'est le cas, vous sélectionnez sur votre tag de texture, sur votre plan aussi. Donc sur le tag, vous faites un clic droit et vous faites adapter à l'objet.
Voilà, ça adapte en fait la forme de la texture à l'objet. Donc là, on se retrouve de nouveau avec la texture bien aux dimensions de l'objet. Mais seulement maintenant ici, il est en mode cubique. Et pour les normal maps, on a absolument besoin d'un UVW. Ici, on a des coordonnées UVW, mais on va pas s'en servir de celles-là. On va les régénérer. Donc je vais simplement supprimer ce tag. On n'en a pas besoin, on le retire. On va le refaire. Je clique ici sur mon tag de texture. Je fais un clic droit. Et ici, générer des coordonnées UVW. Je clique. Ça me rajoute de nouveau le tag, mais cette fois, il est bien propre en fonction de ma texture. Donc pas de problème. Il est parfait, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème avec. Maintenant, il faut que je crée les normal maps. Donc pour ça, je vais sur le plan ici, clic droit, propriété Cinema 4D, et je choisis le tag ici, conformer la texture. En anglais, ça revient à backer en fait la texture. Back texture. Donc conformer la texture. Voilà, on obtient ce petit tag là qu'on clique dessus. Ici, dans ces propriétés, on va indiquer la dimension de notre future normal map. Alors ici, je vais prendre les mêmes dimensions que ma texture, pour être tranquille. Sinon, je vous conseille du 1024 par 1024. Hein. Mais bon, là, je vais prendre exactement les mêmes dimensions que ma texture. Comme ça, ça sera parfait. 911. Voilà. Je vais ensuite dans Options. Et ici, on peut indiquer ce que l'on veut conformer dans nos textures. C'est-à-dire que Cinema 4D va transformer la texture que l'on a appliquée ici en image et la sauvegarder dans un format qui est ici indiqué, format photoshop.psd. D'ailleurs, ici, je peux le changer. On peut prendre TIFF calque PSD. Pour ceux qui n'ont pas Photoshop, ça peut être pratique d'avoir du format TIFF à la place du format PSD. Donc TIFF calque PSD. Ici, les dimensions de ma future image. Dans Options, ici, je vais cocher la couleur. Je vais cocher le déplacement et je vais cocher ici normal. En fait, c'est les calques que je veux que Cinema 4D va me créer dans mon image TIFF. Il va me créer donc un calque couleur, un calque déplacement et un calque normal. Je vais ici dans normal, parce que maintenant comme j'ai coché ici normal, ici j'ai un petit champ normal, je peux le déplier. Et ici, à la place de méthode objet, je choisis méthode tangente. C'est important, parce que méthode objet et méthode tangente tout le monde, c'est pas les mêmes méthodes d'application. Les images normal map que je vous ai montrées sur Google Images, qui sont à dominante bleue, c'est des méthodes tangentes. Donc on sélectionne bien tangente. On peut aussi modifier les autres trucs s'il y a besoin, mais ici il n'y a rien à besoin de modifier, donc je laisse juste ça, méthode tangente. Et ensuite ici je fais conformer. Et ici Cinema 4D crée en fait une image. Il ouvre le visualiseur, il a créé mon image dedans. Ici dans historique on peut voir l'image, et si je vais ici dans calque, on peut voir qu'il y a 3 calques dedans. Le premier calque en gris c'est le déplacement, le calque couleur ici, et ici notre image normal map. Donc si je passe ici par exemple en multipass, et que je sélectionne en monopass, et que je sélectionne normal, ici on peut voir qu'il nous a effectivement créé une image de normal. On a donc le déplacement, les normales et les couleurs. Je vais enregistrer ça, donc cette image là, je fais fichier enregistrer sous, et la chose importante, je coche ici calque, parce que je veux qu'il m'enregistre tous les calques, donc je coche bien calque. Je peux ici sélectionner le format TIFF calque PSD. Alors normalement il vous l'a peut-être déjà enregistré, hein, mais s'il ne l'a pas fait, vous pouvez le re-enregistrer comme ça. Vous faites juste OK, et puis vous indiquez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Alors moi je vais aller le mettre, là où j'avais prévu, texture, voilà. Je vais aller le mettre ici. Donc, je vais l'appeler hiéroglyphe, et je vais rajouter normal map. Voilà, je l'ai enregistré sous le nom de hiéroglyphe normal map. Je peux rouvrir ma texture dans Cinema 4D. Voilà, je rouvre ma texture. Je peux décocher le déplacement. Donc je n'utilise plus le déplacement. Ici, si je fais un rendu, on voit qu'il n'y a plus le déplacement. Je vais ici cocher normal. Voilà. Ici, dans texture, je vais charger ma texture hiéroglyphe normal map que je viens de créer. Voilà, celle-là ajoutée. Ici, je vais mettre 100. Voilà,
On n'est pas obligé, mais on met. Ici, méthode tangente, c'est important. Je clique ici sur la petite vignette qui est grise ici parce que c'est en gris, mais pour sélectionner les calques. Donc je clique dessus, ça m'ouvre ceci, et ici je peux faire groupe de calques sélectionner. Donc je clique sur sélectionner et je sélectionne le calque normal qui contient en fait l'image normal map. Je fais OK. Tout est bon, je peux fermer ça. Et ici, si je fais le rendu, on peut voir que j'ai de nouveau le relief, parce que c'est la normal map qui se charge du relief, alors que dans ma texture, je n'ai pas de déplacement de cocher. Mais j'ai quand même du relief, de la même façon que me l'aurait fait le déplacement, parce que le normal map est plus efficace que le relief ici et donne un meilleur rendu. À noter que cette image qu'on a enregistrée, vous pouvez aussi la réutiliser ici. À la place d'utiliser l'image précédente, vous pouvez reprendre la même et ici sélectionner le calque, par exemple couleur. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir une seule image avec plusieurs calques dedans, et puis une pour la couleur, une pour l'alpha, une pour le relief, une pour les normales, une pour le déplacement, etc. Vous pouvez utiliser qu'un seul fichier pour toutes vos textures sur un objet. Donc voilà, donc j'ai fait ça, et ici on a donc notre relief. À noter que ici, dans normal, vous pouvez ici cocher ou décocher inverser X, inverser Y, intervertir Y et Z, et ça va simplement changer en fait l'orientation de la lumière, enfin le sens de la normal map. C'est-à-dire que ici, si je coche ça, en fait, vous voyez, ici, ça a changé la position des ombres. Vous voyez, ici, pareil, ça change comme ça, et ici, ça change comme ça. Alors, en fonction de votre image, du rendu que vous voulez, de la façon dont elle a été créée, vous avez peut-être à cocher ces éléments-là ou à les décocher. Ici, je laisse tout décocher pour le moment. On peut gérer l'intensité. Ici, je mets 100 au niveau de l'échantillonnage parce que j'ai une image qui est quand même de bonne qualité. Si vous mettez en mode MIP, ici, en fait, Cinema 4D va flouter un peu l'image. Donc après, ça dépend de la qualité de votre texture. Donc ça, c'était pour faire une normal map dans Cinema 4D. Mais des fois, c'est pas pratique de faire ça. Des fois, il faut utiliser plutôt un logiciel externe parce que des fois, vous avez peut-être une image que vous voulez pas forcément créer une scène, l'appliquer, créer une texture, etc. Faire ajouter ici le tag, conformer la texture. C'est pas toujours pratique. Alors, il y a un petit logiciel qui existe qui s'appelle Njob. Je vais l'ouvrir. Le voilà, Njob. C'est un logiciel qui est gratuit. Alors, je vais aller vous indiquer où le trouver. Voilà. Temps de déplacer la fenêtre. Voilà. Charles.olmerch.net, j'espère que j'écorche pas trop son nom. /njob, donc cet onglet-là. Et ça, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est très très bien foutu. Vous avez juste à l'ouvrir. Alors, je vais pousser la fenêtre. Voilà, je pousse la fenêtre. Vous avez juste à l'ouvrir et à faire glisser ici votre image. Par exemple, je vais aller chercher dans mes textures. Je vais reprendre en fait la même texture de hiéroglyphe. Je fais glisser ma texture de hiéroglyphe ici. Voilà. Mon image est chargée. Je vais essayer de m'arranger pour que ça soit bien foutu. Voilà. Si on regarde sur le site du logiciel, non, pas sur le site du logiciel, sur l'aide du logiciel. Donc, il faut que je revienne une page en avant. Voilà. Que j'y arrive. Voilà. On peut voir que l'on peut charger une image qu'on appellera diffuse map, donc une image qu'on met généralement dans le canal diffusion aux couleurs, et que le logiciel va la transformer en map de niveau, en fait en carte de hauteur, donc en niveau de grille, et que cette carte de hauteur, on peut la transformer en normal map tout bêtement, et que cette normal map, on peut la retransformer en carte de hauteur si on veut, ou en carte avec pour gérer l'ambient occlusion.
Donc ici, nous, ce qu'on a besoin, c'est juste de transformer ça en normal map. Donc je vais ici dans filtre, je fais diffuse vers height-map. Voilà, on attend un petit peu. On peut ici régler différents paramètres, si on veut plus ou moins de flou, etc., plus ou moins de détails. Vous voyez on a pas mal de choix. On fait juste OK après. Et ensuite, ici, on retourne dans filtre et on fait height-map, normal map. Et voilà. Et là, pareil, on peut sélectionner différents réglages, modifier les différents niveaux, l'intensité en fait de la normal map, et quand on est satisfait, on fait juste OK. Et on peut enregistrer ensuite avec Save As, et on a une image normal map de créer dans le logiciel. Le logiciel est gratuit, vous voyez, il est très simple à utiliser. On a juste à faire glisser là-dedans, et ensuite filtre. Le premier ici, premier élément, la touche de raccourci, c'est le 0, et ensuite ici, height-map, normal map, la touche de raccourci, c'est 4. Donc on fait glisser l'image, on fait 0, et après on fait 4. Et c'est tout bête, et on a une image normal map. Ça, c'est vachement pratique, parce que des fois, on a des textures, par exemple, de bois, ou de pierre. Je vais en ouvrir une, par exemple. Celle-là. On la fait glisser. Filtre, on fait ça. OK. On fait ça. OK. Et ça y est, j'ai mon image de fait. C'est vraiment tout bête, tout simple. Le logiciel est gratuit, il est très bien foutu. Il fait plus de choses, mais ça, c'est vraiment le minimum. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir Photoshop. Alors, ça fonctionne sur Windows. Je sais pas s'il y a l'équivalent sur Apple et sur Linux sans doute, mais CinemaKD fonctionne pas sous Linux, donc sur Apple il y a sûrement l'équivalent, je sais pas, mais sous Windows on a ce logiciel-là, il est vraiment très très bien. Donc ça, c'était les normal maps. Je pense avoir tout dit sur le sujet pour le moment. J'en reparlerai sans doute dans d'autres tutoriels. On va passer à la troisième chose du tuto de la vidéo de cette semaine. Ça va être un peu d'Expresso. Donc ça, je vais fermer. On va tout fermer ça. Je sauvegarde pas, c'est pas la peine. Et on passe tout de suite à Expresso. Troisième partie du tutoriel de la semaine, ça va être un peu d'Expresso, c'est comment faire tourner un objet avec Expresso. Donc comment gérer la rotation d'un élément durant une scène avec Expresso, donc sans utiliser de clé d'animation, de manière simple, de manière facile. Il y a un petit truc à connaître. Et on m'a posé la question au moins 3 fois cette semaine, donc il faut absolument que j'en parle. Et puis en plus, comme c'est de l'Expresso, c'est parfait, ça ajoute de l'Expresso dans le tuto. Donc on va ajouter un cube. On ajoute un cube et imaginons que l'on souhaite que ce cube tourne comme ça, donc sur la rotation H, comme ça, tout au long de notre animation. Donc on va faire une animation de 249 frames, c'est-à-dire 250 frames, parce que le 0 compte, et on va ajouter un Expresso. Alors je vais mettre l'Expresso directement sur le cube. On pourrait ajouter un neutre, hein, c'est pas un problème, mais là je le mets directement sur le cube. C'est le cube de toute façon que je vais faire tourner. J'ajoute le cube dans mon Expresso, voilà, vu que c'est lui que je vais faire tourner. J'ajoute aussi ici sa rotation, coordonnée rotation H, vu que c'est cette rotation là qu'on va faire tourner. Et maintenant il faut qu'il tourne. Alors pour ça je vais simplement utiliser la ligne de temps. C'est-à-dire qu'ici je sais que la ligne de temps ça avance tout au long de mon animation, de 0 jusqu'à 249, d'une image à chaque fois, donc c'est une constante d'évolution en fait tout au long de mon animation. Donc ici je vais ajouter dans Expresso, généralité, ici temps, le nœud temps. C'est les images que je veux, qui m'intéressent ici, c'est pas les secondes, donc c'est pas en fait le temps. Donc ici je clique 2 fois pour retirer le port temps, et sur le carré rouge ici je vais aller chercher images. Voilà, donc là c'est les images en fait qui me seront indiquées à chaque fois que j'avance dans l'animation. On va le voir tout de suite, je vais ajouter un résultat, je lis le résultat à image, et quand je fais lecture, voilà, alors
j'ai oublié de cocher ça. Quand je fais lecture, ici on peut voir que ça défile en fonction ici du nombre d'images. Si je m'arrête ici à l'image 116, on voit qu'ici c'est indiqué 116. Ça, je peux retirer ça et je pourrais très bien faire ça. Voilà. Et là, normalement, la rotation H tourne en fonction de l'image actuelle. Donc si je fais ça, on va voir qu'il y a un problème. Ça tourne beaucoup trop vite. Pourquoi ça tourne si vite? En fait, ici, il y a une petite chose à savoir. Cinema 4D ne travaille pas en degrés. Ici, avec Espresso, il travaille en radians. C'est une autre unité de mesure, si vous ne connaissez pas. Donc ici, il faut faire une conversion radian vers des degrés pour que ici, dans rotation H, j'indique non pas des radians, mais des degrés. La conversion radian en degrés se fait avec une formule mathématique toute simple. C'est 180 multiplié par les radians divisé par pi. Donc on pourrait très bien faire ici ajouter une constante. Voilà, une constante. Lui donner comme valeur ici pi. Donc cette valeur-là, c'est pi. Je vous rappelle que c'est 3,1415 92 65 35. Cette valeur-là, il faut ensuite une autre constante de 180. Il faut l'utiliser dans un calcul, donc j'ajoute une autre constante ici que j'indique 180. Voilà. Et il faut que je fasse un petit calcul mathématique, c'est-à-dire ici la valeur qui est sur ici, multiplié par 180 divisé par pi. Ça me fait utiliser 2 nœuds de plus un troisième pour le calcul. Tout ça c'est bien compliqué parce qu'en fait moi ce que je veux c'est juste relier ça et puis ici avoir non pas des radians mais des degrés. Donc ça c'est une méthode à faire. On pourrait faire un calcul avec ces éléments là, mais ça me fait rajouter beaucoup de nœuds pour rien. Donc on va pas faire comme ça. La formule c'est 180 fois l'angle en radian divisé par pi. À la place, je peux simplement préparer la formule. Pi divisé par 180, si je me trompe pas, j'obtiens 0,017. Alors on va aller chercher dans Google, ça va être carrément plus simple. Si dans Google on tape radian en degrés, non c'est l'inverse, degrés en radian. Voilà, degrés en radian, 1 degré est égal à 0,017 radians. 0,017. Donc il me suffit de multiplier ici mes images par 0,017 et je transforme mes radians en degrés. Un truc tout bête, j'ajoute juste un nœud mat, donc c'est dans calculer, mat addition, voilà. Le mat addition ici je le change en mat multiplication. Je mets ici en entrée 1 les images. Je sélectionne le nœud. Ici, en entrée 2, j'indique 0,017. Et en sortie, je relie à rotation H. Et là, en fait, j'ai simplement transformé mes radians en degrés. On va voir ça tout de suite. Si je mets lecture, ça tourne à la bonne vitesse. Et là, il n'y a pas de nœud d'animation, il n'y a pas de clé, c'est simplement un petit expresso tout bête. Et ça tourne très bien. Maintenant, forcément, on veut peut-être que ça aille plus vite ou moins vite. Donc comment on peut faire? Ici, on peut simplement changer ici l'entrée, par exemple, ou rajouter ici un autre nœud multiplication pour multiplier ça par autre chose. Par exemple, j'ajoute un nœud ici. Voilà, comme ça. Une constante, alors c'est pas en addition ici, c'est en multiplication. Une constante. Je vais aller chercher une constante.
ici, et la constante ici, on peut lui donner par exemple comme valeur 2. Donc ça va tourner 2 fois plus vite. On peut changer cette valeur, on peut lui indiquer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut aller aussi vite qu'on veut. Ou au contraire, hein, on peut aller vers le négatif pour que ça tourne dans l'autre sens. Tout bête, tout simple. Un simple petit expresso de rien du tout. Donc le temps, image, on multiplie par 0,017 pour transformer les radians en degrés. Ici, une petite multiplication si on veut gérer le truc, c'est pas obligé, mais si on veut gérer la vitesse, et ensuite on relie ça à la rotation H, rotation B de l'élément que l'on veut faire tourner. On pourrait très bien aussi le relier à plusieurs éléments à la fois. Par exemple, ici, rotation P, je rajoute ça aussi ici, voilà. Et comme ça, on a notre élément qui tourne un petit peu dans tous les sens. On peut aussi rajouter ici la rotation B, et le relier aussi à la rotation B. Alors, je l'ai mal ajouté. Non, je me suis trompé. Voilà, coordonnées, rotation B. On relie ça ici. Et voilà. Et ça se gère très bien. Donc ça, c'était un petit expresso tout bête, tout simple pour transformer, pour faire tourner des éléments sans utiliser de clé d'animation, et donc pour transformer ici notre sortie en image, en rotation, en degrés ici. Voilà. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le tutoriel de la semaine. J'espère que c'était clair, peut-être un peu flou, un petit peu fouillis parce que j'avais peut-être pas aussi bien préparé que les autres. Je vous dis à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D avec de nouveaux sujets.